les nouvelles techniques scientifiques pour lutter contre la bourgeoisie. Je suis le penseur et humoriste Mohamed Ghasmi, inventeur du désorganigramme, méthode visant à abolir la notion d'organigramme en tant que trouvaille ultra-pulsionalisante de la SBC pour fructifier et optimiser sa SBCité et en fin de compte pour promouvoir un fascisme absolutisant grâce aux catégories appelées organi, à savoir la culture, la religion, l'État, le droit, l'ordre, le système, l'organisation, l'idéologie, idéalisation, la SBCité, etc. Je précise que la SBCité est ce qui a persisté de plus bestial et forcément de plus agressif perforateur dans le cerveau humain et qui a pu exploiter les apports et les techniques de la socialisation pour à la fois se pérenniser, se surtechniser et s'optimiser. Mais surtout pour s'approprier les outils scéno-discursifs indispensables au maintien quasi mathématique de l'embuscade permanente. La notion d'embuscade permanente. Dès lors, on peut dire des mécanismes mentaux d'un sujet SBC qui sont à la fois commandés par les donnes du fauve préhistorique et celles de l'homme moderne. Malheureusement, cet état dual ne semble point présenter à l'échelle structurelle un état antagonique apte à générer ce conflit suffisamment paramétré pour déclencher le processus uniformateur final, mais plutôt une synchronisation continue dont la victime sempiternelle s'avère l'altérité, comme altérité forcément toujours de l'autre, mais qui, suivant certaines conditions, peut être une altérité moyale. Donc, une altérisation redirigée, donc simultanée du soi résident vers un soi tiers. Donc, une culture positive de soi par l'interculture positive, donc relativement déconflictuelle, en rappelant que la plus puissante forme d'altérisation est égocentrique, en ce qu'elle subit une dérivation circulaire pour réembrasser les topiques du soi comme soi indépassable. Elle est dès lors la seule qui existe. En tout cas, le danger ne vient pas de la bestialité pure, mais de cette dernière articulée avec les acquis de la socialité. Pour preuve, le prédateur le plus impitoyable ne s'attaque jamais à l'autre à travers une désaltérisation programmatique, mais à travers un simple projet de consommation. Et une fois sa panse rassasiée, il oublie, ou presque, carrément cet autre. Il est indéniable que la bourgeoisie, l'État et la SBC ont corrélativement fabriqué ce produit
qui tire toute sa puissance si compétitivement destructrice de sa mixité auto-intercoobée. Coobée, de coobation. Concrètement, le désorganigramme est conçu pour abolir le système aux fins finales d'impétrer la configuration modèle zéro organisationnelle, zéro systémisante. Le dit désorganigramme est en bref l'outil de prédilection le plus scientifique et le plus optimal qui a été mis au point pour lutter contre la gangrène fondamentale dont les moteurs les plus dynamisants sont le fascisme, la criminalité participativiste, la psychopathie massivée, donc massivement militante, le complot et tous les corrélats pro-animaux, donc contre la SBCT dynamisatrice, rethéoricienne et réorganisatrice de la notion de mal initial. Je souligne initial du fait que ce mal existe dans la nature d'ailleurs, mais sous forme d'éléments équilibrants et ensuite en tant que coefficient dualisant très dynamique qui a stimulé déterminément l'évolution de l'organisme vivant qui n'est vivant que parce qu'il a gagné son droit à la présence et à la continuation biologique face au processus de contre-présentialisation, contre-biologisation activé par l'omnipotence vidique, donc la puissance du vide. D'où l'homologation que toute présence et toute biologicité sont les produits d'un forçage méthodique, bidirectionnel, effectué simultanément vers soi et vers l'environnement stimulant. Certes, de ce diagramme est né un cogito aussi furtif que drastique. Je force en me forçant, donc je suis pour être. Sachant qu'être n'est pas forcément être, puisque être ici et maintenant n'est qu'attendre toujours d'être, dans l'espoir d'être toujours, sans attendre un instant. Raison pour laquelle il faut être à chaque instant de l'existence, en attendant que l'éternité, même si elle n'a jamais lieu, parachève l'être définitif par son expulsion de l'être illusoire vers le non-être absolu qui aurait subsumé les schémas primaires par la puissance d'un être non comparable, donc non existant. Donc un être qui n'a finalement nul besoin d'exprimer son être-ité, étant l'être de tout partout et en tout, mais surtout de lui-même. Pour proclamer enfin qu'une existentialité gagnée à coup d'existenciation, auto-existenciation, désexistenciation de l'obstacle est une existentialité par la souffrance en contrepartie de deux consolations.
la détente post-épreuve et le plaisir de pouvoir perdurer, réputé pour être un appât-retort, plaisir réputé pour être un appât-retort servi constamment par l'appareil sauvegardiste à un psychisme manipulable, auto-manipulable à souhait. Toutefois, ce mal n'a pu être perçu en tant que tel qu'à l'instant où des sens organismiques, donc propres à un organisme vivant, ont pu le ressentir dans sa dimension destructrice de l'intégrité de cet organisme. Donc de la vie dans sa double articulation. Je signifie la vie autonome qui continue à être la vie, même après la mort du sujet, et la vie est dans la vie du sujet vivant, même en étant dans la vie et dans la mort. Donc, minoritairement vivant dans cette vie modèle qui, quand on ne la vit pas, on y est mort. Donc mort dans une vie de mort en étant presque vivant. Sachant que le cerveau aborde la notion de contrainte du fait de ses propriétés suppressives de la détente. Il voue culte aux situations unisensitives, donc susceptibles, donc perceptible par une gamme unique de sens, donc ce paradisiaque. D'où la confirmation que la notion de paradis a été inventée par corrélativement avec le concours, elle a été inventée corrélativement avec le concours de la volonté unisensitive et certes unisensitivante. Je démontrerai plus loin que le cerveau aborde et jouit simultanément et très partiellement de la notion de contrainte. Rappelez ici que le cerveau, même évolué, ne nourrit pas que de la sympathie, même pour l'appareil sauvegardiste, qui a pourtant permis à ce cerveau d'être ce qu'il est. Donc, le cerveau de lui-même par lui-même, donc le cerveau du cerveau avec osmose égalitaire. Il a aussi permis aux organismes vivants de perdurer, et ceci du fait du caractère profusément contraignant de cet appareil qui n'est ce qu'il est que parce que l'organisme l'a convié depuis toujours à s'élaborer mutuellement. Par ailleurs, à la mort d'un individu, donc à l'extinction de son autoprojet évolutionnaire, on relève automatiquement une espèce de relâchement organismique et sensitif généralisé qui semble traduire un soulagement semi-posthume et que le sujet semble convoiter l'avoir eu toujours. Ce qui entend qu'il a convoité être depuis toujours mort d'estressement, donc mort de la partie de l'organisme captant les sensations négatives. Certes, ce soulagement est mixte. Et il est imputable à la fois à la disparition de toute forme de contrainte de l'organisme, mais également à celle de l'appareil sauvegardiste qui semble parfois peser plus à l'organisme que la contrainte vidique elle-même en matière d'exigence,
en général irréalisables, voire brigand l'utopique pur, et allant au-delà. Ceci se comprend quand on sait que cet appareil est l'exclusif cerbère intégré de l'organisme et de ce qui le fait vivre et perdurer en le dotant de tous les mécanismes imaginables, absurdes et extrêmes soient-ils. J'évoque des mécanismes lui permettant d'obvier à l'anéantissement en tant que fin de la course éternitique. Donc la course sur la voie de l'éternisation fantasmatique, illusion semi-pathologique, semi-stimulante, qui permet au sujet SBC de continuer à lutter et à survivre dans un contexte d'absurdité globale, la plus démotivante, qui est confronté l'être psychologique à l'environnement intégral en tant qu'environnement du reste intégralisant, désintégralisant. Donc, essentialisant, donc porté sur la culture de la seule essence. Certes, je n'évoque pas le mal dans la conception de Leibniz, qui lui répartit ce phénomène sur trois catégories. Le mal métaphysique, le mal moral caractérisé par le péché, et le mal physique qui est la souffrance. Je suis encore plus loin de l'acceptation de l'Antiquité classique, où s'illustre le cas d'Aristote, qui limite la manifestation du mal à l'échelle des réalités matérielles. D'où, selon lui, son existence dans les réalités éternelles. Je suis plus loin encore de l'approche monothéiste telle que défendue par Spinoza, pour qui le mal ne peut être l'œuvre de Dieu, mais celle d'une volonté antidivine. Donc, une volonté partagée entre le divin, Dieu, et l'antidivin, Satan, puisque, logiquement, un Dieu de la totalité universelle est absolu en lui-même et partout. Par conséquent, s'il perd le moindre pouvoir sur la moindre partie du monde ou de l'esprit, il cesse d'être absolu et Dieu pour devenir la simple projection de théologiens asticotés par des problèmes de cadrage psychologique et d'auto-identification. Et d'auto-identification au sein de l'identificationnisation générale. À dire vrai, les premiers théologiens considéraient que le mal n'existe pas. Ce serait l'absence du bien qui le créerait. La théorie des transcendantaux a repris cette thèse, ontologie médiévale. Sur cette lignée se situe Jacques Maritain, un héritier du thomisme. Quant aux écrivains, à l'instar de Paul Claudel, de Bernanos, de Lyon-Blois, ils intègrent le mal au plan soi-disant divin. Gabriel Marcel va plus loin dans l'explication antiscientifique et déclare qu'il n'existe pas un problème du mal, mais plutôt un mystère du mal.
D'où l'on relève cette ruée mystérisante, tous azimuts, propre à l'esprit des rationalisants. Donc, en éternelle croisade contre l'œuvre du cerveau modèle. Et l'on note à quel point les religieux et les croyants ambitionnent à se réfugier dans des notions telles que le mystère, surtout quand ils ne peuvent ou ne veulent fournir des explications rationnelles au phénomène. D'où l'on assiste carrément à un processus de déphénoménalisation au service d'une rephénoménalisation. Destiné non à analyser le phénomène en tant que phénomène à l'appui d'outils scientifiques, mais à restructurer ce phénomène, donc à le dénaturer de telle façon à l'asservir à des stratégies théologiques. La théologie étant la science du vide, du délire et de la dévéridisation associée pour vomir la contre-esthétique la plus dormitive qui existe. Saint Augustin, Paul méga mystérisant et méga métaphysisant de l'histoire de la pseudo-philosophie, estime quant à lui que le mal, c'est quand l'homme se détourne de Dieu en s'adonnant au péché. D'où l'on infère que ce Dieu serait le fondateur d'un univers sans mal et que la maladie, la souffrance, le crime, la trahison, la violence, la torture, la mort et enfin toute la batterie de donnes destructrices du bien et du bonheur serait l'invention d'une tierce puissance, donc de Satan, rebelle constitutif que Dieu n'est jamais parvenu à dompter. Et là s'impose l'interrogation suivante. Si ce Dieu sacré créateur de l'univers est incapable de vaincre Satan, de quel droit s'arroge-t-il la légitimité de s'instituer en Dieu omniscient, omnipotent? Donc, en hypostase absolue, contrôleuse de l'absolu, à partir d'une posture incomparable. Puisque la dimension à laquelle on est censé la comparer ne peut exister. Puisque ce Dieu s'avère vulnérable, donc l'antithèse d'invincible, l'invincibilité étant ce que par quoi la défaite évolutive exprime le seul projet qui la maintient, sachant que l'organisme vit plus par le projet, l'espoir, que par le taux de vie présent qui fait vivre sa vie, qui n'existe dans le présent que sous forme de désespoir intense, exprimé sous forme de morceaux séquentiels et disparates de vie. Faut-il rappeler à ces égareurs mentaux que sur le plan scientifique, le statut omnipotent, omniscient, absolu, ne peut qu'être unique. Donc, monopolitionniste absolu au sein du champ absolu qu'il monopolise unitairement et absolument. Dès lors, la présence de la moindre antithèse dans son champ
donc le champ devenu totalement absolu en vertu de l'effet de l'absolutisation, est illogique. Donc impossible au risque de provoquer une distorsion déstructurelle. Phénomène exclusivement topique des ambiances dualisantes, donc non absolues. Donc évolutionnaire pur, l'absolu étant le devenir de l'évolution et non son présent. Sans oublier que l'analyse redéfinitionniste de Satan révèle un simple phénomène d'autoprojection du fond profilaire SBciste sur des formes aléatoires. Voir à ce propos mon travail sur la satanisation du Satan fictif par les vrais Satans. Tenez, dans le monde arabo-musulman, le mal en tant que donne immanquablement asservi à la dynamique cadralisante, surcadralisante, notamment au dégagement de l'obstacle anti-assouviste, anti-ambianciste, ce mal subit historiquement un processus de déformation, enfin de métamorphose schématisé, destiné à le justifier comme mal bienfaisant, donc positif, quand il résiste au travestissement global. Avant l'apparition du monothéisme, du règne de la sorcellerie, donc de la magie prenant une métaphysique sacrificielle, violente, le mal qui était directement et initiatiquement administré s'arrogeait des finalités positives que seul lui est à même d'atteindre, comme calmer les manifestations naturelles destructives par les sacrifices humains, etc. Enfin, le caractère si perforateur de l'agressivité des sociétés religieuses en général n'a pu trouver de travestisseur approprié que la religion et ce qu'elle pourvoit et ce qu'elle pourvoit en tartufferie magistrale. La tartufferie étant l'échec fondamental de la foi pure. Et la foi pure, la tartufferie la plus soignée à laquelle peut aspirer un tartuffe professionnel. À propos de tartufferie académique, relevons que ni l'État, en tant qu'aboutissement du rêve de la SBC de contrôler par la force et le droit à trafiquer tous les mécanismes de cadrage d'équilibre, ni la bourgeoisie, en tant que concrétisation de l'aspiration ambiancio-assouviste de la SBCT en posture de manque indépassable, même dans les États les plus assouvis, ni la SBCT en tant que fléau natif de la possibilité structurelle de débestialiser, d'ailleurs, ne croient en rien et ne le peuvent structurellement dans les valeurs positives. Donc celles
stratégiste et déconflictualisante de la religion rethéorisée. Il ne croit pas non plus dans celle naturelle, ni dans un Dieu transcendant, supposé être pourvoyeur central, en bien aussi relatif qu'absolu, et sanctionneur omnipotent du mal. D'où par ailleurs la construction effrénée et redondante d'un gigantesque système artificiel et plutôt burlesque de stabilisation pyramidale où un duo rétribution-sanction imaginaire gère l'intégralité des rapports à la présence, qu'elle soit sociale ou extra-sociale. Toutefois, ces systemisants sont obligés de recourir à tout genre d'expédients mystagogiques, mystagogisants et pathologisants, donc désautonomisant du mental. Donc, qui supprime l'autonomie psychologique naturelle relative. Sachant que celle absolue n'est repérable qu'en dehors de l'étang. Le but consiste à finaliser et maintenir une organisation sociale que l'obscurantisation et la pathologisation sont les paramètres les mieux notés pour la promouvoir et la maintenir. Du fait que l'abolition de la religion chez les sujets engendre forcément un état de dépendance essentiel. Donc une panne de l'être par soi au bénéfice de l'être par le tiers surorganisé. Ce qui entend un mode d'être et d'activité mentale et décisionnelle par le mode d'activité mentale et décisionnelle tiers. En tout état de cause, je ne cesse de m'égosiller en direction des étatisants et des religionnisants tous azimuts, si vous croyez en un Dieu ultime et juge exclusif, pourquoi vous embarrasserez-vous de vouloir faire la loi à sa place? Ne serait-il pas plus pratique de laisser ce travail à Dieu lui-même, qui semble, selon vos assertions, incarner la justice absolue, et là au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'erreur judiciaire, entre autres. D'où on aurait l'ambition absolutisante de l'acte et du projet. Sachant qu'il s'agit d'un concept que la donne la plus puissante de l'univers, qui est le vidique, n'a pu honorer du fait que ce vidique n'est pas lui-même absolu en soi. Sinon, il aurait supprimé depuis toujours, donc dans une optique d'absoluité où nulle incidence temporaire située au sein de sa trajectoire absolue ne vient le priver de son absoluité. Il aurait supprimé toute possibilité de matérialisation et d'auto-matérialisation, donc d'apparition de la matière, qui confère le sens et la forme à la présence par la dualisation.
Enfin, dans le mythe d'Air, Platon estime que l'homme est victime d'un relatif déterminisme. Par conséquent, nul n'est méchant volontairement, comme il le souligne. Donc c'est une espèce divine tierce qui déciderait de tout dans le monde et forcément de la génération et de la supervision du mal. J'évoque le cas d'une sphère qui se pencherait intentionnellement à partir de sa dimension absolue sur une dimension non absolue et la plus antithétique de sa structure et de son absoluité. Et l'on se demande pourquoi une dimension absolue de l'absolu absolu s'emmerde-t-elle à fricoter avec une gamme de l'ordre évolutionnaire du bactérien et du post-bactérien. Dans ce cas, on relève une erreur fatale de la part de l'absolu, d'avoir cessé d'être absolu pour venir immerger dans les éléments du non-absolu intégral. Tout en notant que si, en revanche, il immergeait dans le rien absolu, il aurait été au moins dans un absolu, donc dans lui-même. Sachant que l'absolu étant absolu partout, les êtres, les objets, les formes, les vies, les univers, la matière et le vide ne peuvent nullement prétendre à l'absoluité à son occasion, ni parce qu'il est là, et qu'ils sont aussi ici. Mieux encore, pourquoi ce Dieu absolu n'a-t-il pas accordé de statut absolu à cet univers absolument non absolu? De la sorte, il n'aurait pas à créer le paradis et l'enfer et passer sa vie à pleurnicher en essayant de régler la circulation morale et doctrinale. Puisque l'absolu est le seul absolu à pouvoir inventer l'absolu, sans remuer les petits doigts et d'une manière si absolue que tout ce qui n'est pas absolu cessera d'être avant d'être en vertu de la règle absolutisante, sans début, ni fin, ni parcours perceptible. Finalement, pour mieux tricher, et du fait de deux facteurs typiques, leur inaptitude à percevoir les traits de l'absolu et l'autoprojection pathologique spécifique, les théologiens ont été obligés d'accorder à un absolu non humanisable et non biologisable un profil et des sentiments humains. D'où l'on assiste chez ces théologiens à l'humanisation forcée, tous azimuts, de toutes les composantes soi-disant vivantes des sphères métaphysiques. Par ailleurs, même le Dieu de ces théologiens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, judaïques, bouddhistes ou autres, subit cette humanisation forcée, qu'elle soit physiologique, psychologique, comportementale et même semi-substantielle, où l'on s'aperçoit que même à l'échelle de l'essence, ces pseudo-dieux sont mi-humains, mi-magiques. En tout cas, les qualificatifs profilaires accordés par les religions à Dieu ne collent en rien au profil de l'absolu, et moins encore à l'anti-absolu absolu, mais à eux-mêmes
absolument transformés, donc à l'anti-eux-mêmes. Et l'on assiste à ce phénomène d'absolutisation épistémologique typique du fonctionnement des idéologies, que par là même elles sont extramondainement autorisées à gérer l'univers et son contenu à la faveur de brigues magiques qui ne tolèrent nulle contestation. Au sein de la religion, cette démarche est plus virulente, plus sectaire et plus irrationnelle et s'avère transiter très promptement du champ argumentatif pour celui de la violence appliquée. Sans doute pour ne pas laisser le temps à l'interlocuteur de démontrer les limites époustouflantes de ces argumentations. Le mobile en est que la SBC dite croyante voit dans la religion, du fait du caractère pathologisant, limite anti-analysant, irrationalisant, outrancier, génétiquement intolérant, suragressif de son système universel. Il voit le procédé forceur le plus draconien et le plus adapté à ses projets pour imposer son règne pulsionnel et usurper les cadrages les plus optimaux. D'où reconnaître ici le profil SBC qui se manifeste à son état culminant, suragressif, surbestialisant et décisiviste, donc maximalement destructeur, selon des paramètres constamment remodélisateurs, compétitivistes chez la masse. À adjoindre que le facteur le plus sustentateur de ce profil hyperpsychopathique reste la politique des systèmes, celui bourgeois en tête, sans oublier les retombes du providentialisme et tout bonnement du réformisme. À la fin, dans la suite de cette intervention, je m'évertuerai à exposer au lecteur enclin à la DSBcisation et à la désystémisation les seules techniques scientifiques existantes à même d'éradiquer redéfinitionnellement la bourgeoisie et ses organis, à savoir la culture, l'État, l'organisation, la SBCité, etc., comme produit de l'insistance sauvegardiste à l'effet de finaliser les cadrages agrippatifs anti-vides les plus concurrentiels. Ces techniques sont certes inspirées du désorganigramme comme approche qui a reméthodisé le vidique originel pour lui conférer des propriétés techniques hyper rationalisées et en faire un système contre système avec ce que le premier implique comme tentative d'accéder à un statut biologique aussi autonome qu'hyper dynamique. Et on l'a vu au sein de l'évolution que ce sont des composantes du vide initial qui ont acquis des statuts d'organismes vivants. Même si ce sont des micro-organismes
qui ont opéré redynamiquement. Quoique c'est en remplissant les vides internes et externes avec eux-mêmes qu'ils ont pu acquérir un statut formel, mais formel par le vide et dans le vide, et grâce au vide, en étant aussi plein de vide. Au point qu'on peut affirmer que la matière a été initialement générée par le vide, comme vide matérialisant, dématérialisant. Ainsi, le dit système a tellement travaillé ce vidique au point que ce dernier a transsubstantié en un vidique prototypisé, donc un vidique machinique, philosophé, parfait et hyperactif. Donc un appareil idéal ultra performant dans le plein sens de son vécu poussé par le cerveau, comme seul organe capable de s'auto-vivre, quoique étant télécommandable par la pensée, comme il se doit de tout système non formalisé, mais essentiellement théorisé. Sachant que le cerveau aborde immanquablement la théorie comme un pré-schéma, étant une théorie exclusivement schématique, schématisante, avec prétention matérialisante. Et ceci à l'échelle de la représentation sensitive. En définitive, rappelons que la différence entre le système philosophique et la machine hyper évoluée réside dans le fait que tout en subissant le désir de perfectionnement absolu, ce système requiert un champ applicationnel jamais réalisable ni complètement fixable, du fait qu'une idée peut aboutir à la construction de milliards de villes et de réseaux divers et matériels sans jamais réussir à se construire formellement elle-même. Autrement dit, une idée peut matérialiser des univers entiers sans jamais réussir à se matérialiser elle-même en tant qu'idée matérielle. Ainsi, le résultat du processus désorganigrammique, qui demeure un processus redynamisateur de l'étant modèle comme étant pour l'essence à destination de la totalité essentielle positive contre les étangs parasites, se débattant en vue de l'unification du moi affaibli sous l'égide du non-choix essentiel. Ce résultat se concrétisera par une très rude lutte scientifique contre le mal, comme mal scientifiquement défini et non comme non défini parce qu'il ne l'a pas été scientifiquement. Puisque dans l'univers de la spécificité, définir, c'est souvent ne pas définir. Et prétendre tout définir, c'est ne rien définir. Sachant que définir, c'est avant tout se redéfinir sans cesse par rapport à ce qui n'a pas été défini en soi et hors de soi.
Disons que les résultats de l'instinctivation et de la scientifisation à l'abord de l'analyse d'une donne analysable ont toujours été marqués par un écart abyssal. Il est presque le même que quand on travaille les yeux ouverts et quand on travaille les yeux fermés. Même si au niveau de l'instinctivation, il a été relevé certains résultats de qualité rarissime, mais concernant des postures très limitées, à l'instar des situations extrêmes et celles de combat où sont reproduites instinctivement et laconiquement les techniques animales. Ainsi accablé par l'échec historique de la philosophie, comme déjà philosophie de la philosophie acculée à refilosopher et ensuite comme ambition scientifisante globale visant à abolir la philosophie philosophique qui n'existe point en tant que philosophie de la philosophité, et ceci au bénéfice de la philosophie scientifique qui jamais n'arrêtera de scientifiser jusqu'à finaliser la machine philosophico-scientifique. Puisque logiquement, un scientifique ne peut matérialiser, absolutiser sa science, même relativement, qu'à travers un engin final, même non formel. Le non formel étant la source programmatique de toute forme qu'il génère aussi symboliquement que pratiquement. Resubsume quand elle perd sa validité paramétrale formisante, puis la recrache en direction de reformisation nouvelle. Ainsi de suite jusqu'à ce que la non-forme reste la seule forme possible dans la mémoire et dans le projet fini. Elle qui est d'ailleurs acculée à accompagner la forme point par point jusqu'au bout. Jusqu'au bout, son bout de sa non-forme réelle. Jusqu'au bout, son bout de sa non-forme réelle. De la sorte, la non-forme se fait acquérir le statut final de la matrice de tout projet. Qu'il soit formel ou purement sensitif. Le sens lui-même n'ayant de sens que dans son mouvement en direction de points sensifiants, formels, non formels, là où il y a risque de mort du sens lui-même, du sens lui-même. Néanmoins, le problème avec le sens lui-même est que moins il est quelque part, plus il y est sous forme d'un autre sens. Qui, même s'il était le même sens, il restera un autre sens. Ainsi, accablé par ce qui m'a accablé, sans jamais parvenir à me désaccabler, car pour se désaccabler, il faut ne pas être par la pression, donc cesser d'être. J'ai réagi par la réaction de l'être devenant, par trois devenirs.
vers un devenir central incertain qui n'est que le devenir de lui-même. J'ai donc réagi par la réaction à tous les points menacés de désétrisation finale, donc l'éviction des protocoles spatio-temporels étrétiques. Accablé aussi par la victoire écrasante, et toute victoire est une défaite tierce, en passant par la défaite d'une partie de soi. Accablé par la victoire enregistrée par la notion de mal dynamique comme mal déjà archi-majoritaire en tout, et par la capacité de le contrer, étant enraciné en trois topiques, la spécificité universelle, lui-même et l'anti-lui-même, là où il tue plus qu'il ne tue, donc qu'il donne une mort plus mortelle, comme l'atteste mon expérience personnelle, qui, parce qu'elle est l'expérience de tentative de totalisation sensitive, elle ne peut qu'être l'expérience de l'échec de l'être à la totalité, en rappelant en passant qu'à un certain sens de la perception, le tout et le rien ont presque un même sens sensitif. Ils sont tous les deux inappréhendables ou non appréhendables par les sens, même en sensitivant dans tous les sens. J'ai donc ressenti par le sentiment du sentiment, qui est le sentiment de ce qui sent et ressent à l'infini, jusqu'à ne plus sentir que l'anti-sentiment, essence réelle de tout sentiment, qui souffre de continuer à sentir, donc de continuer à tuer et à mourir aussi par le sentiment poussé, son essence, que par le désentiment, ou par l'anti-sentiment, si vous voulez. Puis je me suis déployé en vertu de l'élan réactionnel qui fait qu'un organisme qui ne réagit point aux stimuli, ou bien il n'existe pas, ou bien il a acquis la totalité totale, qui dans tous les cas ne peut exister, même si elle est outillée pour faire exister tous les contenus existentiels. Et quand ce qui n'existe pas se convertit dans ce qui n'existe pas, il est temps d'admettre l'existence des hallucinations ou des hallucinations automatiques. J'ai donc fait pour qu'était l'origine de cette nuisance inégalable sur la balance des valeurs qui, en œuvrant pour dilapider l'essence positive et le processus qui la pilote vers ce point inatteignable et surtout fictif, mais qui dynamise tout le mouvement de par sa fictivité si omnipotente. Elle pousse la planète comme refuge unique d'une moyenneté pour chasser, s'empose déjà pas elle-même dans un but de réussir à mieux pourchasser, et en gros plan par le vide, comme vide de tout et de soi-même, et ceci vers sa perte fatale. Et toute perte est ce qui fait que forcément quelque chose se perd, fait perdre, mais fait gagner à quelque chose d'autre, l'inverse de la perte de ce qui est.
Cette nuisance pousse donc la planète vers sa désinscription de 3 dimensions concomitantes. L'espace, le temps et le processus matérialisant, automatérialisant. Car avec la fin de la planète, s'opérera une autre fin. Celle de la fin elle-même comme début continu, qui fait tout le sens de la temporalité, surtout là où la fin l'accompagne à chaque pas, mais refuse de le finir, n'étant pas adapté pour déjà le commencer. Dès lors, la fin de cette planète stoppera forcément la chance unique de l'essence moyenne de moi de s'essentialiser à destination de ce que lui impartissent les paramètres déploimentaux, d'ailleurs comme dynamiseurs plus illusionnants que réels. Le budget du réel étant essentiellement fondé sur un crédit infini qui lui permet de survivre plus dans l'ambiance de son antithèse que dans la sienne. En tout cas, à une échelle où la bourgeoisie, le système et l'idéologie politique en général, qui est l'outil de choix des deux premiers pour gérer la pyramide, reformalise le mal en exploitant la spécificité, en la surtechnisant et en l'utilisant pour fructifier leur système féru. Leur système féru de suragressivisation fructueuse et de désétrisation handicapante. Ce mal est acculé à se généraliser, à s'essentialiser, donc acquérir une efficience telle que seule son action au sein du territoire parallèle est à même de lui fournir, du fait de l'abolition totale de tout obstacle à son déploiement, en ces lieux. Même si on sait qu'en achoppant tout obstacle, peut réinformer et fortifier. À propos des 10 systèmes, je qualifie des entités ou les conquêtes ambianço-assouvistes qui ne peuvent qu'être motorisées par l'agressivité sur agressivisation optimale, ne peuvent que tendre vers l'absoluité. Sachant que l'itinéraire parcouru n'est pas toujours gagné, ni la fin consommée, ni la fin en soi, tant qu'il y aura une illusion temporelle qui fait croire même dans l'éternité du temps. Il est là, certes, question d'une attitude qu'on ne peut considérer comme anormale, à partir du moment où l'appareil sauvegardiste licite toute anomalie pourvu qu'elle soit
sauvegardisante. Ainsi, toute mon œuvre s'est trouvée orientée par ce souci de lutte scientifique contre le mal et ses corrélats, comme un mal qui, tout en étant le mal invincible, il forme le bien à le combattre. Selon cette dualité où le contraire, né de son contraire, s'en nourrit et disparaît par sa disparition ou presque. Le mal en soi étant figé, à moins qu'il ne soit un mal en quelque chose de dynamique. Le mal en soi étant figé, ma lutte aurait perdu tout son sens si elle n'était pas essentiellement portée contre les promoteurs déguisés de ce mal, qui opèrent particulièrement à partir du territoire parallèle. Topique de prédilection de l'embuscade permanente. Ils le font certes comme s'ils le feraient pour toujours, en instrumentant tous les moyens possibles selon la règle de la mobilisation optimale des outils perforateurs à but forcément dual, donc ambientio-assouviste. Donc ils utilisent tous les moyens possibles à l'effet de travestir leurs intentions et leurs méfaits courants, donc les programmes typiques de leur être, à un monde qu'ils estiment le plus hostile qui soit, donc le plus mobilisé et le plus outillé pour les affronter. Et ceci, selon les dispositifs scénodiscursifs, si performants que le réel profilaire lui-même se voit escamoté comme s'il était mu par un dispositif magique. Disons, en fin de compte, et conformément au principe du retour de ce qu'il y a de plus violent en soi contre soi, que quiconque est récompensé par ce qu'il est au fond, mais aussi parce qu'il n'est pas, et surtout par ce que sont les autres, ainsi que le monde qui les englobe. À suivre.